Commençons par une question très simple. Quels sont les films qui vous ont marqué depuis le début de l'année 2025? Tiens, toi Max, qu'est-ce que tu retiens par exemple? Oh, franchement, 2025, pour moi, ça va. On a été bien servi en action avec Balle perdue qui est revenu avec son troisième volet. On a Gareth Evans qui est revenu aussi avec Havok, avec Tom Hardy qui est trop bien. Franchement, niveau action, on est trop servi. En plus, dans un autre registre complet, mon petit cœur d'enfant a eu un Wallace et Gromit, c'est quand même pas rien. Ouais, que des films Netflix quoi. Oui. Oui. Ouais, bon. La moitié de l'année s'est déjà écoulée et je me rends compte qu'en termes de cinéma, je retiens pas grand-chose pour l'instant. Et ce qui est marrant, c'est que dans les autres sphères culturelles, c'est la régalade. Pour le jeu vidéo, je viens de finir Clair Obscur Expédition 33 et franchement, c'est l'un des jeux les plus forts auxquels j'ai joué, mais depuis des années. Et peut-être aussi, étrangement, le meilleur scénario que j'ai vu depuis le début de l'année. Pour la musique aussi, je suis plutôt bien servi parce que moi j'ai eu le nouvel album de Lady Gaga qui est clairement un des meilleurs de sa carrière. Il y a eu aussi Compromat sur qui je danse et je saute partout dans cet appart que vous voyez là. Il y a eu aussi Turi qui a su me toucher au cœur et j'ai même découvert une petite pépite, Ino Casablanca et son projet Tamara. Même en série, on a eu la nouvelle saison de Severance qui est clairement rentrée dans mon top des meilleures séries de tous les temps. Enfin bref, vous avez compris le topo. Et pourtant, c'est pas comme si je voyais peu de films. Depuis le début de l'année, j'ai dû voir une quarantaine de films qui sont sortis en 2025 quand même. J'ai vu de tout, du blockbuster, des films d'auteur, des films de genre. Alors merde, qu'est-ce qui se passe avec l'année 2025 ? Bon, déjà pour commencer, évidemment, tout ça est un ressenti de ma part. Ça se trouve, vous êtes en train de passer la meilleure année ciné de votre life, et en vrai, je suis ravi pour vous. Mais attendez, partez pas trop vite, j'ai quand même 2-3 arguments. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais quand même revenir sur les films que j'ai le plus appréciés pour l'instant en ce début d'année, parce qu'il y en a quand même. Déjà, on a eu le droit à 2 films de Steven Soderbergh et je trouve que c'est toujours un réalisateur fascinant. J'ai beaucoup aimé The Insider, qui est un film d'espionnage comme j'en vois rarement, où en fait on va se concentrer sur les dynamiques de couple, et pas sur les scènes d'action inutiles ou ce genre de choses. Tout est concentré pour rester droit dans son récit, et ça c'est quelque chose qui est assez remarquable. Mais j'ai surtout été marqué par Présence, qui par le biais de son concept fort, parvient à nous parler des relations familiales toxiques, mais en fait c'est ça qui est l'horreur dans le film. C'est un film d'horreur qui n'a pas les artifices de l'horreur. L'horreur, c'est les relations familiales. Et encore une fois, chaque élément sert le propos. Il y a un autre film aussi qui a su titiller notre fibre nostalgique, mais en mettant ses idées à jour. C'est Wallace et Gromit, la palme de la vengeance de Nick Park. Là c'est simple, il y a tout ce qu'on aime chez les studios Hardman, mais cette fois-ci encore plus beau. Et en plus, son discours sur l'IA par rapport au cinéma notamment, c'est un truc qui est grave d'actualité en ce moment. Un film qui lui est passé totalement inaperçu et donc j'en profite ici pour vous le conseiller, c'est La Convocation de Halfman Ullman Tundell, avec l'accent bien entendu. C'est un film qui est rempli de scènes puissantes, qui se permet d'être métaphorique, qui se permet même d'être flou. Et en plus, il offre sur un plateau d'argent un rôle magnifique à la comédienne Renate Reims, qui est bien partie pour devenir l'actrice la plus marquante de 2025. Pour en finir avec les films qui m'ont vraiment plu en ce début d'année 2025, tout récemment, on a eu l'ouverture du Festival de Cannes. Partir un jour d'Amélie Bonin. Alors objectivement, je pense qu'il est un chouille en dessous de La Convocation, mais en fait, c'est un film qui est venu me chercher droit au cœur, donc je suis obligé de le faire passer numéro 1. C'est doux, c'est beau, c'est simple. C'est un film qui cherche pas à en faire des caisses, il veut juste bien parler de son sujet. D'ailleurs, le film continue de mûrir dans ma tête et franchement, il y a moyen qu'il devienne un de mes films doudou. Et donc, à ce moment-là, je me suis posé une question. Il y a quand même beaucoup de films qui t'ont plu en 2025, alors pourquoi tu as cette sensation que l'année est pas ouf ? J'ai réfléchi et je me suis dit que j'allais fouiller dans mes tops des 2 dernières années pour comparer, voir un peu s'il y avait une tendance, quelque chose. Bon, évidemment, je me suis limité au top 10, j'allais pas faire une analyse de mes tops du début à la fin, surtout la fin, parce que, en vrai, il y a des traumatismes qui sont encore trop présents. Alors allons-y, voici mon top 10 de l'année 2024. Alors on a différents genres, différents univers, sûrement des films que vous avez adorés, d'autres détestés, mais ici, c'est pas la question. Sur ces 10 films, combien sont sortis entre le 1er janvier et le 30 juin 2024 ? Il y en a 8 ? Waouh, 8 ? Ah ouais, quand même,
Là, limite, en fait, c'est la fin d'année 2024 qui était pourrie, en fait. Ouais, mais non, en fait, il y a Wicked et l'amour ouf, donc non, ça marche pas. Bon, maintenant, voyons ce que ça donne pour l'année 2023. Ordinateur, veuillez retirer les films sortis après le 30 juin 2023, s'il vous plaît. Ah, bah voilà, on a un meilleur équilibre quand même, on passe à 6 films sortis en première moitié d'année. Bon, c'est bien beau tout ça, mais ça nous dit pas du tout pourquoi le début 2025 est pas si ouf que ça. Pour ça, il faut pousser le bouchon un peu plus loin. Je propose qu'on garde les 2/10 de chaque année. Je parle évidemment de la position numéro 10, on n'est pas là pour faire des équations. Il nous reste donc Limbo de Soi Cheong en 2023 et Vampire Humaniste cherche suicidaire consentant de Ariane Louis XVI en 2024. Maintenant, la question que j'aimerais me poser, c'est est-ce que les films que j'ai préférés en 2025 auraient eu une chance de rentrer dans mes tops de 2023 et 2024 ? Alors déjà, je retire les Soderbergh et aussi Wallace et Gromit parce que je pense qu'ils auraient eu aucune chance, j'ai pas besoin d'aller jusque-là. Il nous reste donc La Convocation et Partir un jour. La Convocation, c'est vraiment un excellent film, mais moi, il y a un truc qui est très important, c'est le cœur. J'ai besoin qu'un film vienne me chercher moi. Évidemment, il faut qu'il ait plein de qualités, diverses et variées, mais s'il ne vient pas me toucher au cœur, je suis pas sûr qu'il puisse prétendre à un top. Mais du coup, l'argument du cœur, Partir un jour, lui, il l'a. Alors, est-ce que c'est meilleur que Vampire Humaniste cherche suicidaire consentant ? Et c'est marrant parce que je trouve qu'ils se ressemblent pas mal, en tout cas au niveau du ressenti que j'ai eu face aux deux films la première fois que je les ai vus, c'est assez similaire. Simplicité et efficacité. Donc si je reste sur ces éléments-là, les choses qui font parler mon cœur, en vrai, Partir un jour avec ces chansons, voilà, en plus des chansons populaires qu'on connaît bien, on a pu chanter pendant le film, cette histoire d'amour qui est si touchante, Juliette Armanet que j'adore bien évidemment, en vrai il aurait pu passer devant. Après, face à Limbo, c'est un peu plus compliqué, parce que même si Limbo accumule un peu moins de choses qui viennent me toucher au cœur, en vrai c'était une claque. Une méga claque. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous conseille de le rattraper au plus vite. Ouais, je crois bien que sur ce coup-là, Partir un jour serait resté aux portes du top. Donc ça dit déjà quelque chose, si le film que j'ai préféré en 2025 ne prétendait même pas à entrer dans mon top 10 des autres années, c'est qu'on sent bien que qualitativement, en tout cas pour ma part, il y a un petit souci. Ça devient concret, j'ai été plus marqué par les 2 années précédentes pour le moment. Mais élargissons quand même un peu l'horizon. J'aime beaucoup parler de moi, mais ça nous dit pas en vrai si 2025 est une mauvaise année ou non. Je me suis recentré, et même s'il y a des films que je n'ai pas aimés ou que je n'ai pas voulu voir, est-ce que il y a quand même des films qui ont fait sensation cette année pour l'instant ? Des films qui ont potentiellement marqué le public ou bien la critique. Est-ce qu'il y a des films comme ça depuis début 2025 ? Bon, si on commence à parler en gros chiffres et en petits phénomènes, on ne peut pas passer à côté de Minecraft le film. Oui, c'était quand même un événement et on parle quand même de l'adaptation du jeu vidéo le plus vendu de tous les temps. Évidemment, au box-office, c'est un succès monstre. Il a dépassé le milliard. En France, il est 2e ou 3e. J'ai pas regardé depuis Lilo et Stitch, donc peut-être Lilo et Stitch est passé devant. Mais en tout cas, il était 2e quand j'ai regardé au box-office français. Alors, est-il le sauveur de l'année 2025 ? Non, clairement non. Bon, moi mon avis ne compte pas, je l'ai pas vu, mais quand on regarde les notes des spectateurs et même de la critique, on voit bien que ça vole pas haut, il se fait défoncer de partout. Bon, tant pis pour Minecraft le film, mais si on prend le plus gros succès français, tiens, God Save the Tuche. Ouais, même constat, le film se fait défoncer, et en plus de ça, même les défendeurs de la saga, ils trouvent que ça tourne en rond et que le film est pas si drôle que ça. Donc Dieu peut bien sauver les tuches, mais c'est pas eux qui nous sauveront. Bon, apparemment les chiffres ça marche pas, donc regardons autre chose. Si on regarde les années précédentes, on voit bien que ceux qui trustent les hauts des classements et des films qui sont sortis en début d'année, c'est les films qu'on a pu voir dans les compétitions type les Oscars ou les Golden Globes. Et même là, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Si on prend les gros films, ils étaient déjà sortis en 2024. Je parle par exemple de Anora qui a absolument tout raflé, bien évidemment, mais on peut aussi parler de Conclave qui était plutôt pas mal. Non, en fait, dans tout ça, il n'y en a qu'un seul qu'on peut retenir. C'est The Brutalist. Et celui-là, je l'ai vu.
Bon, bah là, il n'y a pas trop de suspense, hein. Vous vous êtes bien rendu compte que j'en ai pas parlé quand je parlais des films que je retiens en 2025. Je trouve ça trop long, trop classique. En vrai, c'est un bel accomplissement, hein, je dis pas, mais rien qui marque la mémoire. En tout cas, pas la mienne. Mais on a dit qu'on arrêtait de parler de moi, donc parlons plutôt concret. Aux Oscars, par exemple, il était annoncé comme grand favori et il repart qu'avec 3 statuettes. Il s'est clairement fait piquer la vedette par Anora. Mais par contre, il y a un truc que je peux pas lui retirer, c'est que niveau public et même critique, il s'en sort super bien. Mais maintenant, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous en entendez encore parler depuis les cérémonies? Voilà, depuis que les Oscars et les Golden Globes sont passés, est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui vous parlent de The Brutalist? Personnellement, j'ai vraiment l'impression qu'il se fait déjà un peu oublier. Donc en vrai, est-ce qu'il sera vraiment dans beaucoup de tops de fin d'année? Pas sûr. Vraiment pas sûr du tout. Ouais, le constat finalement, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas que moi, hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait des films qui ont vraiment marqué durablement les spectateurs ou même la critique depuis le début de l'année. Mais continuons de chercher. Évidemment, je n'ai pas pu voir tous les films qui sont sortis depuis le début de l'année, et généralement moi, c'est pendant l'été que je fais mes premiers rattrapages. Donc maintenant, parlons de quelques films que je n'ai pas vus et qui pourraient potentiellement changer ma vision de ce début d'année 2025. Bon, déjà, il y a eu le retour de plusieurs réalisateurs que j'affectionne énormément. Par exemple, en tout début d'année, il y a eu le nouveau film d'Arnaud Desplechin, Spectateur. En vrai, j'aime pas non plus tous ces films, hein. J'ai encore du mal à conscientiser que c'est lui qui a fait Frères et Sœurs. Mais c'est rien à côté de tous les petits bijoux qu'il a fait, de tout le bonheur qu'il m'a fourni, donc j'ai envie de voir ce nouveau film. Il y a aussi le film Queer de Luca Guadagnino. J'avais absolument adoré Challengers, et maintenant, j'ai pas vu d'autres films de lui. Donc, il faut confirmer l'essai avec son nouveau film Queer. Il y a aussi le retour de Wes Anderson. D'ailleurs, j'en profite, il y a beaucoup de gens qui lui reprochent de faire toujours le même style. Mais ce style, il y a que lui qui le fait. Donc, si lui, il arrête de le faire, on n'aura plus ces films-là. Et moi, franchement, son côté millimétré, etc., j'ai pas envie de voir ça tous les jours, mais tous les 3 ans, moi, ça me va, j'ai envie de voir ce cinéma-là aussi. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai pas vu son nouveau film et... chez moi, il y a grave moyen que ça résonne. Il y a aussi Mike Flanagan qui revient au cinéma, qu'on connaît beaucoup pour ses séries horrifiques chez Netflix, donc par exemple The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, et plein d'autres, hein. Mais on le connaît aussi beaucoup pour ses adaptations de Stephen King, notamment Dr. Sleep, qui est la suite de Shining. Et il a fait un nouveau film où il s'éloigne complètement de l'horreur, mais par contre, il garde Stephen King. Ce film, c'est Life of Chuck. Alors stop. J'ai vu Life of Chuck après l'écriture de cet épisode et c'est le premier chef-d'œuvre de 2025. C'est bon, nous avons enfin trouvé le Messie. Mais en vrai, ça change pas le propos, hein, ça reste un seul film, donc pour un bilan mi-2025, ça reste moyen. Ben, je te laisse reprendre. On passe à une autre catégorie de films que je n'ai pas encore vu. Ces films qui, sur le papier, sont totalement faits pour moi à différentes échelles. On commence tout en bas de cette échelle et on retrouve un film dont j'aurais pu parler dans les petits phénomènes de l'année, parce que franchement, ça en a beaucoup parlé, c'est Sinners de Ryan Coogler. C'est un film d'horreur avec un sujet très fort, la ségrégation, et en plus avec un excellent acteur qui doit jouer 2 frères jumeaux. Ça me donne extrêmement envie, mais... je suis un peu calmé par le fait que ce soit un film de Ryan Coogler. J'avoue que moi, ces 2 Black Panther, on n'est pas très copains. Mais on verra sur mes rattrapages de cet été. Après, rien à voir, il y a un petit film français qui s'appelle Cassandre. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir sur moi, c'est que je suis le genre de personne qui peut se faire avoir par une affiche. Vraiment, si je trouve une affiche très jolie, j'ai envie de voir le film et je n'ai besoin de rien d'autre. Pas de casting, pas de synopsis, pas de réalisateur-réalisatrice. J'ai juste envie de voir le film rien qu'avec une image. Et c'est ce qui s'est passé pour Cassandre. Vraiment, cette affiche m'intrigue, m'interroge et du coup, j'ai envie de voir le film. Rien de plus à dire dessus, hein, je vous en parlerai quand je l'aurai vu. Il y a un autre film que je n'ai pas encore vu mais que j'ai beaucoup trop hâte de voir, donc il y a moyen que je l'ai vu peut-être pendant le montage de cette vidéo.
Ce film, c'est La légende d'Oshi de Asaya Saxon. Là, vraiment, on a tout. C'est produit par A24, un studio que j'adore. Il y a une petite créature toute mignonne. Il y a un côté aventure enfantin. Et surtout, ça a l'air d'être du fantastique pur jus. Celui-là, franchement, il y a des chances qu'il vienne chambouler mon top. Mais je suis obligé de finir cette liste avec mon plus grand espoir. Quand cette vidéo sera sortie, soit le film sort dans quelques jours, soit il vient tout juste de sortir, donc j'ai pas pu le voir. Je parle du film Reflet dans un diamant mort de Hélène Catet et Bruno Forzani. Je vais pas passer par quatre chemins, ce duo de réal me fascine depuis leur tout premier film Amer. C'est tout simplement l'une des esthétiques les plus folles et que j'aime le plus dans tout ce que j'ai pu voir sur un écran. N'hésitez pas à aller checker notre TikTok, je pense qu'on va en parler là-bas. Bon voilà, la question maintenant c'est est-ce que ces films vont vraiment changer ma vision de 2025 ? Pour l'instant, j'ai pas la réponse. Mais j'aimerais terminer sur une note d'espoir. C'est bien de regarder le passé et de se plaindre, mais en vrai, regardons plutôt vers le futur. Franchement, avec tout ce qui arrive, je vois pas comment 2025 peut rester une année décevante. Il faudrait vraiment que j'enchaîne un paquet de désillusions, parce que les 6 prochains mois, ils sont vraiment juste insane en fait. Tiens, prenons tout simplement la première semaine de sortie, c'est-à-dire le 2 juillet. Qu'est-ce qu'on a le 2 juillet? On a Jurassic World Renaissance, donc oui, je sais, saga de merde, c'est clair. Mais celui-ci, il est réalisé par Gareth Edwards. Et ça, moi, ça me donne espoir. Toujours le même jour, on a le nouveau film de Quentin Dupieux, L'accident de piano, que j'ai trop hâte de voir. Je suis un peu un fan de Quentin Dupieux, je vais pas mentir, même s'il y a des films que j'aime un peu moins. Mais globalement, je suis assez client de tous ces films. On a aussi le film de Selling Song, Matérialiste, qui avait fait Past Life, que j'avais adoré. Ces 3 films-là, c'est le même jour. Et le pire, c'est que ça continue comme ça jusqu'à décembre, c'est juste fou. Alors pour finir, est-ce que vous êtes prêts pour un petit name dropping? Je vais vous donner juste les films que j'attends le plus. Je parle pas des petites curiosités, tout ça, non. Les films que j'attends vraiment le plus. Allez, c'est parti! Superman de James Gunn, Eddington de Ari Aster, Les 4 Fantastiques de Matt Shakman, Dangerous Animals de Sean Byrne, En boucle de Yunta Yamaguchi, Bring Her Back des Philippou, Weapons de Zach Cregger, Alpha de Julia Ducournau, Sentimental Value de Joachim Trier, Pris au piège de Darren Aronofsky, Le Roi Soleil de Vincent Maël Cardona, Sirat d'Oliver Lax, Exit 8 de Kenji Kawamura, La Tour de glace de Lucille Hadzi-Lalilovic, L'intérêt d'Adam de Laura Wendell, Chien 51 de Cédric Gimnez, L'homme qui rétrécit de Yann Kounen, The Smashing Machine de Benny Safdie, Predator Badlands de Dan Trachtenberg, Running Man d'Edgar Wright, Bugonia de Yorgos Lanthimos, Wicked for Good de John Chu, et enfin Scarlet de Mamoru Hosoda. Et c'était long de fou, mais dis-toi que c'est les films que j'attends le plus. Franchement, si je suis satisfait ne serait-ce que par la moitié de tout ce que j'ai cité, ce sera déjà une année formidable. Alors certes, de janvier à juin, c'était pas foufou, mais mes amis, l'horizon est beau. Il est putain de beau. Et voilà, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, c'était notre nouveau format, le petit culte. Dans ces vidéos, on reviendra sur des sujets qui sont d'actualité ou non, selon ce qu'on veut traiter. Et c'est un format dans lequel vous nous verrez généralement séparément avec Maxime, même s'il y aura toujours une petite apparition de l'autre. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, Maxime a déjà sorti un petit culte, ça concerne la saga 28 jours plus tard, et en vrai, il revient un peu sur toute la saga, donc on parle pas vraiment des films, de critiques, etc., mais vraiment ce qui entoure la saga. Avant de partir, si vous pouviez lâcher un like, un commentaire et vous abonner, c'est très important pour nous, on va essayer de faire décoller cette chaîne tous ensemble. Mais en tout cas, n'oubliez pas que ce n'est que mon avis, faites-vous le vôtre, à bientôt!